En 1897 apparut Le suicide d'Émile Durkheim qui a mis en lumière le fait social que constitue le suicide. Cette approche sociologique remet en cause des visions psychologisantes, notamment encouragées par l'État, qui, par la constitution du suicide comme problème de santé publique, a fait émerger le champ de la psychiatrie. L'institution tente alors à invisibiliser les causes structurelles et sociales en légitimant l'individualisation et la responsabilisation face au suicide. Maëlys Poirier vient montrer par l'analyse des trajectoires de suicidants et de personnel du travail de la santé mentale comment les discours légitimes du champ psychiatrique sont incorporés, mais aussi comment des espaces de discussion de personnes consacrées et les échanges avec des suicidants validés par ces derniers permet le maintien de ces visions responsabilisantes. Elle nous fait le plaisir de venir présenter sa recherche de L3 de sociologie intitulée « Au-delà de la souffrance individuelle, gérer l'insupportable, le suicide sous l'angle de la domination du champ psychiatrique », encadrée par Martin Thibault à l'université de Limoges. Bonjour Maëlys Poirier. Bonjour. Vous êtes étudiante en troisième année de sociologie à l'université de Limoges. Vos travaux portent sur la sociologie de la santé, la sociologie politique et la sociologie de la culture. Vous travaillez actuellement sur la question du suicide. Comment en êtes-vous venu à traiter de ce sujet ? Déjà, merci. Alors du coup, moi c'est plus lié à une trajectoire personnelle, comme du coup je le décris un petit peu dans le mémoire. Ça a lu un petit peu. Et c'est la rencontre entre ma trajectoire personnelle, qui est du coup assez tragique si je puis dire vis-à-vis de ça, puisque j'ai un parent du coup qui s'est suicidé, et la sociologie qui me passionne, et du coup voilà, pour, euh, pour, pour un premier travail on va dire un petit peu plus en autonomie, j'avais envie de faire quelque chose qui me tenait à cœur et qui était un peu personnel, voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur les auteurs qui vous ont marqué pendant que vous avez écrit ce mémoire ? Alors déjà, il y a plein de trucs, mais il y a Goffman, parce que on l'a vu cette année, mais je l'avais aussi vu en L1 quand j'étais à Bordeaux, et je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué parce que en plus à cette époque-là, je voulais faire des études de psychologie de base, et je trouvais que c'était une vision, enfin la sociologie qu'il faisait, c'était un peu un entre-deux, enfin à cette époque-là. Et on l'a revu cette année, et puis comme il fait sur les institutions sociales, totales, pardon, les institutions totales, que il s'immerge aussi dans le champ de la psychiatrie, ça m'a beaucoup inspiré. Après, il y a des auteurs comme Marx, mais ça c'est plus dans la vision de classe, etc. Bourdieu, voilà. Oui, parce que vous avez fait vos études à Bordeaux avant ? En licence 1, j'étais à Bordeaux, oui. Et après, je suis venue à Limoges l'année dernière. D'accord. Et Marx, vous le citez quand même dans dans ce travail. Comment est-ce que vous arrivez à faire dialoguer les travaux de Marx avec la question du suicide ? En fait, c'est un peu compliqué cette question, mais c'est parce que le suicide, du coup, c'est un fait social, comme l'explique Durkheim. Et pour moi, c'est beaucoup lié aussi à des questions de structure, des questions d'environnement. Par exemple, au tout début, euh, j'avais pas encore de questions précises. Je savais que je voulais travailler sur le suicide, mais j'avais pas de questions précises. Mais par contre, il y avait des choses enfin des premières théories ou suppositions ou hypothèses, et où je me disais que dans cette enquête, j'aurais bien voulu mettre en avant le fait que par exemple, quand on vit dans des conditions euh, sociales, économiques difficiles, quand on vit par exemple dans la précarité, dans des environnements violents, dus aussi à des effets peut-être de classe, de genre, etc., forcément que ça a un poids en fait. Je voulais vraiment mettre en avant le fait que la structure elle a un poids. Et à quel point ça peut avoir un poids.
Voilà. D'accord. Du coup, j'ai dû réorienter un petit peu mon sujet, mais c'était... Voilà, c'est pour ça. Ok. Et de quelle manière vous avez réorienté le sujet? Ben, du coup, je me suis adaptée parce que, étant donné que c'est délicat, je pouvais pas interroger tout le monde. Aussi, je suis que en licence 3, donc je reste une étudiante. Donc aussi, il y a beaucoup de... Il peut y avoir beaucoup de méfiance vis-à-vis de certaines personnes. Par exemple, ça aurait été très délicat et aussi, au vu du temps qu'on avait pour réaliser l'enquête, ça aurait été trop compliqué, je pense, de rentrer dans, par exemple, un hôpital vraiment psychiatrique, de faire des observations, des entretiens avec des patients. Il y a la question de... euh, j'ai perdu mon mot. La question de la confidentialité, parce que c'est de la santé mentale, mais ça reste de la santé, parce que ça touche à l'humain, à l'intime. Et du coup, je me suis aussi adaptée en fonction des personnes et du public que j'ai réussi à interroger. Voilà. Oui, parce que votre recherche, elle s'appuie à la fois sur des personnes suicidantes et du personnel de santé. Oui, c'est ça. Et du coup, et puis il y a aussi l'enjeu qui est d'interroger en fait des personnes qui ont l'habitude de parler et qui font partie d'un autre champ qui s'oppose à la sociologie. Euh, et du coup, au début, par exemple, on m'avait, mon encadrant il m'avait conseillé de pas aller voir par exemple des psychologues libéraux ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai un peu fait aussi en fonction de l'offre qu'il y avait Hmm. pour cette enquête. Et voilà, ça s'est fait un peu de fil en aiguille. D'accord, donc vraiment une enquête qui s'est faite Oui, au fur et à mesure du temps, qui s'est oui, construite au fur et à mesure des matériaux qui se oui. présentaient à vous. Ouais, c'est ça parce que ben moi de base vraiment c'était mettre en avant du coup le poids de la structure, à quel point ça peut être violent, et pour ça je m'étais dit que j'allais interroger des proches de personnes ayant fait des tentatives de suicide ou et, étant suicidées, ou alors des personnes directement touchées, mais après c'est vrai que je me suis posé la question de, et aussi parce que je connais le sujet de plus proche entre guillemets, je me suis posé la question de oui mais c'est délicat et oui mais on peut pas aller voir tout le monde comme ça et lui parler de suicide, ça peut réveiller des choses et du coup voilà. Et comment vous avez réussi à mener vos entretiens avec les personnes suicidantes? Alors moi pour tous mes entretiens j'ai un peu fonctionné de la même façon, c'est-à-dire qu'en fait j'avais une grille de base que j'avais fait au préalable. Donc dès le départ, au cas où, j'avais fait deux grilles. Une grille pour les professionnels et une grille pour les personnes directement touchées, parce qu'en fait, étant donné que j'avais mes idées de départ, mais que le terrain était compliqué, j'avais tout fait au cas où. Et donc j'avais cette grille avec des points spécifiques que je voulais aborder. Et des questions, mais en fait, étant donné que le sujet est quand même relativement délicat, je trouvais pas ça pertinent d'arriver avec ma grille directe de manière hyper froide et de poser les questions. Du coup, souvent, ce que je faisais, c'est que je laissais un peu parler. Après, quand j'avais des portes d'entrée, je, j'essayais de recadrer, etc. quand je pouvais les questions. Mais souvent, je laissais parler. Parce que, en fait, j'étais dans un principe de les gens me donnent ce qu'ils peuvent me donner et ce qu'ils se sentent à l'aise de me donner. Et j'avais peur que, en arrivant, en posant directement mes questions, ça ferme des portes en fait et ça censure le discours. Du coup, voilà. Oui, donc cette méthodologie d'enquête Oui, où en fait vous faites attention aux autres, oui, donc avant tout, ce qui, ce qui est louable et ce qui peut aussi amener des problématiques dans qu'est-ce qu'une personne va me dire, mais pas l'autre. Comment est-ce que vous avez fait pour justement travailler avec ces omissions qui ont été faites de la part de vos enquêtés? déjà, alors du coup ça dépend parce que j'ai interrogé trois professionnels
et 2 personnes dites suicidantes, comme j'explique un petit peu dans le mémoire. Des personnes suicidantes, c'est des personnes ayant eu un passage à l'acte où il n'y a pas seulement les idées suicidaires. Et du coup, donc par exemple, pour les professionnels, la difficulté, c'est que au vu de leur statut aussi, ils omettaient beaucoup de choses, notamment des choses personnelles. Parce que c'est des gens qui ont l'habitude de faire parler, mais qu'on va avoir beaucoup de mal à faire parler. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, qui vont avoir du mal à se livrer eux-mêmes, etc. Et d'ailleurs, dans mon tout premier entretien, la première personne que j'ai interrogée était très ouverte. Et en fait, c'est rigolo parce qu'à la fin, les rôles ils se sont totalement inversés. Elle m'a demandé pourquoi je faisais ce travail, etc. Donc je lui ai dit que voilà, c'était lié à une trajectoire personnelle, familiale. Et directement, c'est elle qui a commencé à me dire ah oui, mais si jamais vous avez besoin. Et les rôles se sont totalement inversés et c'était vraiment flagrant. Et au début, j'avais enregistré cette partie, j'ai même coupé parce que je me suis dit il y avait un peu cette logique de donnant-donnant en fait. Du coup, pour les professionnels, je savais, même Martin Thibault, il m'avait dit, et je savais que ce serait délicat, surtout qu'en plus, c'est des personnes qui sont diplômées. Et donc, dans l'espace social, ils ont une position aussi supérieure à la mienne, donc il y avait aussi des logiques de domination en plus. Donc je savais, et en fait j'ai souligné dans la méthodologie qu'il y avait ces manquements et que voilà, c'était dû à plusieurs facteurs. Et ensuite, pour les personnes ayant suicidantes, du coup, euh, ben en fait, j'avais quand même ma grille, donc c'est-à-dire que souvent, je savais plus ou moins si elle répondait à mes questions ou pas. Et en tout cas, j'ai pas eu l'impression, mais après, c'est peut-être parce que j'ai pas assez de recul, etc., que je suis que en L3, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait eu tant de manquements. Parce que j'ai fait en sorte d'essayer que les personnes soient à l'aise, d'aborder un petit peu tous les points, etc., et voilà. D'accord. Et vous êtes appuyé sur des observations aussi qui se sont déroulées où? Alors du coup, les observations, étant donné que j'ai pas pu les faire dans un lieu spécifique, j'ai fait pareil, de fil en aiguille, en fonction des ressources que j'avais et qui se proposaient à moi. Donc j'ai fait une première observation, en fait c'est la fois où je suis entrée sur mon terrain. Donc je suis allée à une soirée de prévention sur la santé mentale à la mairie. Je crois que ça devait être le 18 octobre, ou je dis peut-être des bêtises, mais fin octobre, de Limoges du coup. Et en fait, j'avais vu ça passer dans les messages qu'on reçoit sur la boîte mail de la fac. Et je m'étais dit, en fait, en bas, il y avait toutes les personnes qui seraient là. Donc, Esquirol, il y avait le SSE, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le service de santé étudiant. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein. Mais enfin bon, il y avait même toutes les associations, etc. Et donc je me suis dit, il y aura plein de stands. Il y avait le 31-14, etc. Il y avait plein de stands et je me suis dit, j'y vais au culot. Parce que en fait j'ai déjà appelé des gens et on me refuse parce que je suis étudiante, on me refuse parce que je crois que c'était le SSE qui m'avait refusé parce qu'il m'avait dit nous les personnes qu'on voit c'est aussi des étudiants de la fac, donc des personnes que vous pouvez croiser, et donc pour des questions de confidentialité on veut pas trop quoi. Puis j'étais étudiante donc forcément les gens pouvaient se montrer réticents, donc j'y suis allée au culot et je suis allée voir tous les stands et je leur ai dit bonjour, je suis une étudiante en licence 3, voilà, mon projet c'est de travailler sur le suicide et en fait il y avait aussi des petites activités et donc du coup même si j'avais pas encore d'enquêter, je me suis dit j'observe, déjà je veux voir comment ça se passe, une soirée de prévention sur la santé mentale. Voilà. Ensuite, avec mon deuxième enquêté,
Lui, il m'a parlé de une conférence et une journée de prévention du suicide. Donc une conférence à Poitiers. Donc c'était sur la question du suicide et du genre, des questions euh, euh, LGBTQ+. Voilà. Et donc j'y suis allée parce qu'en fait, comme mon terrain était limité, j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Voilà. Et après, je suis allée à la journée de prévention du suicide de La Rochelle parce qu'en fait, là-bas, il y avait les Ulysses. C'est un projet qui a été créé pour de personnes suicidantes qui parlent et qui témoignent. Et en fait, j'en avais déjà entendu parler à cette première soirée sur la santé mentale à Limoges. Et mes deux premiers enquêtés m'en avaient parlé. Et étant donné qu'en fait je voulais interroger des personnes suicidantes mais je savais pas qui, etc., je m'étais dit, ben ça peut être potentiellement... ça peut faire de bonnes personnes avec qui s'entretenir. Et du coup, en fait, j'y suis allée pour ça. Et j'ai fait des observations. Et voilà. Et justement, vous dites dans votre mémoire que vous n'avez pas voulu finalement aller voir ces suicidants. Oui, ben en fait, c'est que je me suis rendu compte que c'était quand même très encadré par les professionnels de santé. Et je suis... Enfin, donc pendant, par exemple, la journée à La Rochelle, il y avait du coup des témoignages, des lectures de poèmes, j'ai pris des notes, j'ai enregistré des parties pour les retranscrire, pour moi me rappeler, etc. Mais en fait, et à la fin, je suis allée à la rencontre de... Il y avait une personne qui avait l'air un peu abordable, et comme je suis un peu timide, je me suis dit, bon, elle a l'air d'être un peu jeune, on a l'air d'avoir un peu le même âge, donc peut-être qu'elle va être ouverte. Qui était très ouverte, mais qui m'a directement renvoyée à la professionnelle de santé qui gère ça, et qui m'a dit que c'était avec elle qu'il fallait voir. Et en fait, j'ai essayé de voir avec elle, mais elle était très peu disponible, de par son travail, etc. Et ça s'est juste pas fait. Mais au final, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que les discours, ils étaient assez filtrés. Alors que de base, ben, j'avais pas ce point de vue-là. Voilà. Oui, parce que vous montrez dans le mémoire que justement les projets tels que les Ulysses, le 3114, Papageno, euh, par leur prévention, ils parlent du suicide, mais tout en encadrant la manière de le parler en fait. Oui, c'est ça. Et c'est aussi revenu dans tous mes entretiens. Euh, En fait, c'est que moi, l'impression que j'ai eue, c'est que effectivement, il fallait en parler, mais d'une bonne manière. Et c'est toujours ce qui était dit. Même dans la journée à Poitiers et à La Rochelle, en fait, ça aussi, ce qui était bien, c'est qu'il y avait d'autres professionnels que les personnes que j'ai enquêtées, dont des personnes qui étaient très reconnues dans l'institution psychiatrique et qui prenaient la parole, etc. Et du coup, ils avaient un peu tous le même discours de oui, le suicide, il faut en parler, c'est quelque chose de, de collectif, mais il faut bien en parler. Voilà. Et ça veut aussi dire quelque chose. Et comment est-ce qu'ils en parlent? Euh, euh, ben, ils vont. Je pense. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais. Et puis, moi, j'ai l'impression que mon enquête, elle est pas assez large pour euh, pouvoir prétendre à affirmer des choses, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup de prévention. Donc, on va avoir des numéros mis en place comme le 3114. Papageno, je connais un peu moins, mais on en a parlé à plusieurs reprises. On va avoir des stands, par exemple, même moi en travaillant, donc à l'extérieur de la fac, j'ai vu à un événement des cartes 3114 avec des banderoles, un peu ce genre de choses. Et donc ça va plutôt être de la prévention
comme ils disent. Du genre, peut-être vous n'êtes pas tout seul, etc. Mais ça reste beaucoup aussi de choses en ligne, beaucoup de sites, de numéros, etc. Il faut déjà se sentir légitime en fait. Faut avoir connaissance, se sentir légitime d'appeler, voilà. Justement, sur la question de la légitimité, c'est ça vous le montrez très bien, le fait que le rapport au suicide, il est socialement différent. Oui. Et comment est-ce que vous avez, enfin, comment est-ce que ça s'est matérialisé dans vos matériaux d'enquête, cette différence sociale qu'il y a vis-à-vis du suicide et vis-à-vis du traitement aussi médicamenteux qui peut être lourd suite à des diagnostics qui ont été faits après le passage à l'acte. Alors du coup c'est parce que j'ai pas eu beaucoup d'enquêtés, mais j'ai eu 2 enquêtés qui pour le coup étaient de milieux sociaux qui s'opposaient relativement, et du coup c'est pour ça que ça paraissait de manière plutôt saillante. Après je pense que il y avait probablement une part, parce que du coup cette question comme elle est personnelle à la base, il y a une part peut-être d'observation antérieure de l'environnement, etc., de mon propre environnement, mais pas que, euh, où, euh, où ben, c'est pour ça que de base je voulais mettre en avant cet effet de classe aussi. À côté de ça, c'est vrai que j'ai aussi écouté pas mal et lu pas mal de choses, à défaut d'être limitée sur le terrain. Et du coup, tu peux reposer la question. Il n'y a pas de souci. C'est comment est-ce que ça s'est matérialisé, Ah oui. cette différence sociale dans la question Oui. du suicide? Mais du coup, dans les récits de mes 2 enquêtés suicidants, il y avait une personne venant de classe vraiment défavorisée et une personne qui euh, avait été plutôt dotée, enfin avait certaines ressources en plus, et du coup, de par leur récit et la façon dont ils parlaient du suicide et de la santé mentale, il y avait une personne pour qui c'était logique, une autre qui, après coup, trouvait quand même pas ça, euh, j'ai envie de dire naturel, même si pour moi tout est construit, mais il y avait une personne pour qui il y avait encore des réticences malgré, par exemple, le fait que cette personne m'ait dit que bah, elle pensait en avoir peut-être besoin, mais que bah, ça l'intéressait pas. Euh, C'était des choses plutôt comme ça, ouais, ce genre de détails où, voilà, une personne qui s'est fait hospitaliser à plusieurs reprises, une autre qu'une fois, et c'était de force, et les expériences, elles étaient fondamentalement différentes, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer clairement sans rentrer dans les détails, mais voilà. Oui, donc en fait, plus loin qu'une différence sociale, c'est Oui. aussi une différence du traitement qui a été mis en place parce que il y en a une qui a fait des tentatives de suicide qui ont provoqué enfin qui ont des lavages d'estomac, Oui, c'est ça. donc vraiment des pratiques assez, comment dire, Violent, violentes, voilà, dur, difficile, oui. difficiles. Euh, alors que de l'autre côté, c'est plus de, ça peut être violent aussi, Oui, bien sûr, mais il n'y a pas c'est ça. ce même rapport à La l'institution. violence, Euh, elle peut prendre une autre forme. c'est ça, la violence prend une autre forme, donc ça joue sur le parcours. Oui. Et moi, surtout, euh, ce que ce dont j'ai eu l'impression, c'est que en fait au sein même de l'hôpital psychiatrique, il y avait aussi les ressources pour y faire face en fait. Mais un peu comme ce qu'on voyait ce matin avec les personnes âgées qui sont mis en EHPAD, j'avais l'impression que les ressources disponibles ou pas, elles avaient un impact sur la façon
vit l'expérience totale. Voilà. Et pour moi, par exemple, la personne qui avait moins de ressources culturelles, elle avait moins les armes aussi pour se défendre, pour comprendre peut-être ce qui lui arrivait, et elle avait aussi, je pense, mais perçu aussi aux yeux des autres. Hein. Par exemple, son discours, il était peut-être moins perçu comme légitime, etc. Voilà. Ce genre de choses. D'accord, oui, parce que la personne fait partie des classes sociales les plus défavorisées et donc les moins légitimes à parler, elle se retrouvait à avoir des discours qui n'étaient pas pris en compte. Oui, et même au-delà de ça, euh, ben en fait, c'est-à-dire que c'était une hospitalisation dite de force. La personne, elle a fait sa tentative de suicide et donc elle est allée à l'hôpital, etc. Et il y a des médecins, des psychologues, des psychiatres qui sont venus le voir en lui disant t'inquiète pas, ça va aller, il y aura pas ça, etc. Et en fait, ça s'est passé à l'inverse de ce qui était dit, une fois que tout était signé. Et bah, une fois qu'on est dans le truc, bah, c'est trop tard. Et puis même, je pense que, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi un effet de je comprends pas ce qui m'arrive en fait. C'est pas ça qui était prévu, mais je réalise pas vraiment ce qui m'arrive. Après l'hospitalisation, je sais pas si on peut vraiment le comparer parce que elle a duré beaucoup moins de temps, mais quand même. Et voilà. Et du coup, je pense que même il n'y a pas eu de. Je sais pas comment le dire, mais la personne elle a pas rétorqué, je pense. Même si elle se rendait compte que bah il y avait peut-être un problème, qu'elle était peut-être pas, elle se sentait pas forcément bien, etc. Oui, parce que vous montrez aussi que l'hôpital psychiatrique va jouer un rôle, comme Goffman l'a montré, Oui, dans le façonnement de leur vie quotidienne. oui, c'est ça. Et de quelle manière est-ce que l'hôpital psychiatrique est incorporé par ces personnes-là? Ben moi j'ai l'impression que, mais c'est aussi ce qu'on m'a dit explicitement. Hein, euh, l'institution elle est totale et pas que dans l'institution. C'est-à-dire que pour moi ça, j'ai la sensation que quand on est pris dans le champ, on a du mal à en sortir parce qu'en plus enfin je sais pas si c'est la spécificité de ce champ là, mais euh, on va dire qu'il y a un côté un peu aussi relation médecin-patient où le médecin il y a des logiques de domination et du coup le patient il doit s'y plier. Et du coup, même en dehors, ben, en fait, on reste le patient et il y a toujours des logiques de domination, du t'es malade, tu dois prendre tel médicament, etc. Et en fait, ben, il y a toujours ces logiques-là. C'est pas. J'allais dire, c'est pas horizontal. Euh, voilà, je sais pas si c'est clair. Mais du coup, ben, c'est pour ça. Ok. Et avec le cas d'Esteban, notamment, qui est quand même Oui, assez enfin, important dans le mémoire avec oui, celui de Tess, c'est ça. euh, il y a quand même Esteban, il montre que il dit qu'il est contre l'institution, Oui, mais il se retrouve en fait oui, à rejouer l'institution. oui. Mais aussi parce que l'institution, elle dépasse juste l'hôpital psychiatrique ou le cabinet du psychologue. L'institution euh, euh, et la psychologie, pour moi, elle est dans la société. Euh, c'est ce que j'ai vu qui mériterait, je pense, enfin que j'aurais peut-être mérité d'approfondir un peu plus, mais qui est que même dans la vie de tous les jours, même dans le quotidien de tout le monde, on peut avoir des discours psychologisants sur nous-mêmes. C'est ce qu'on va entendre passer peut-être dans certains médias. Voilà. Donc on va avoir tendance en fait peut-être à se percevoir de la manière dont on nous perçoit. Je sais pas si c'est clair, je fais un peu compliqué, mais voilà.
Oui, parce que aussi, avec toujours sur les personnes suicidantes, vous montrez qu'il y a il y a un champ des possibles. Enfin, le suicide peut faire partie d'un champ des possibles qui est donné par une trajectoire familiale, une trajectoire suicidante, on peut dire, où dans la famille il y a eu plusieurs suicides et qui donc peuvent, comment dire, ouvrir ce champ de possibilités-là, qu'est le suicide, la porte, un exit en fait, au sens de Hirschman, un exit de la vie, et qui n'est pas présent chez Tess. Enfin, je sais pas, je me souviens plus très bien, mais il n'y a pas trop de trajectoire familiale dans le suicide. Bah, pour le cas de Tess, en fait, c'est compliqué parce que c'est une personne qui n'a pas de lien avec sa famille de sang. C'est une personne qui a grandi déjà dans une autre institution sociale qui est l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est pour ça que sa trajectoire, elle est spécifique aussi. Mais par exemple, on m'a dit après que sa mère biologique, qui du coup a fait une overdose quand elle était bébé, était peut-être morte de suicide. Mais le truc c'est qu'on le sait pas, et elle le sait pas, et elle pourra le savoir que très difficilement, puisqu'elle a pas de... Elle a eu peu de contacts, ou du moins les informations elles sont compliquées à retrouver aussi surtout. Mais après ça, c'est vrai que... Et peut-être même au-delà du suicide, dans la gestion de la santé et de la santé mentale, il y a des choses peut-être qui se transmettent, mais par environnement, dans comment on exprime les choses, comment on les gère, parce que c'est des constructions, des schèmes, comme on disait un petit peu ce matin dans un autre cours, qui vont être liées peut-être à notre environnement, à ce qu'on voit, à ce qu'on perçoit comme possible ou pas possible, et voilà. Cette vision-là, enfin je veux dire du suicide, d'avoir cette possibilité-là en fait de le penser, c'est aussi, il y a eu comment dire, pas une critique, mais une vision qui a été partagée par plusieurs de vos enquêtés, enfin en tout cas dans les observations, de l'idée que plus on parle du suicide, plus il est envisageable, et donc il faut bien en parler. Comment est-ce que vous pouvez dire, enfin vous avez remarqué que vraiment le suicide, si on en parle, eh ben, c'est provoqué, ça peut le provoquer. Ben, alors, c'est un peu délicat parce que ça dépend un peu comment on prend la question. Mais par exemple, dans le cas de mes enquêtés, effectivement, ils disaient que le suicide, si on en parlait, ça pouvait le provoquer. Et c'est pour ça qu'il fallait en parler de la bonne manière, du coup. Ben... je me rappelle plus la suite de la question. Mais, ah oui, comment est-ce que... Comment... Bah alors là, le bug. Mais comment est-ce que cette vision-là du suicide, c'est-à-dire la vision qui est un peu diffusionniste, en fait, on en parle, donc ça va le provoquer. Comment est-ce que, en fait, elle régit en fait toutes ces sensibilisations. Comment en fait enfin comment? Non, mais elle est vraiment imprégnée chez ces personnes-là. C'est ça. Mais je pense que c'est lié au fait que ils font partie d'un autre champ et du coup ils ont une vision peut-être plus essentialiste, si je peux le dire comme ça, peut-être de la nature humaine ou je sais pas trop. Et ils voient peut-être moins le côté environnemental, ou du moins ils vont le voir, mais ils vont peut-être pas voir à quel point ça peut avoir un impact sur les individus en réalité. Et moi, ce que je me suis rendu compte dans toutes mes observations et la réflexion que je me suis faite, c'était mais je comprends pas parce que à chaque fois, ils mettent en avant que dans les causes, il va y avoir le poids de l'environnement, le fait de vivre des situations stressantes, de vivre de la violence, de vivre dans des conditions socio-économiques précaires, de faire partie d'une minorité, etc. Mais dans la façon dont on traite les choses, c'est toujours très individuel. Alors que la cause, elle est structurelle. Donc, moi,
ça me questionnait parce que je me disais, on règle pas peut-être les choses au bon endroit. Peut-être qu'il faut régler les choses à une échelle plus grande que juste l'individu en lui-même. Hmm. Voilà. Oui, parce que c'est cette vision individualisante, enfin cette Oui. vision, cette sensibilisation individualisante de la personne suicidante, Oui. ou qui a des pensées suicidaires, qui en fait vient enfin pas détourner le regard, mais un peu dire que le problème c'est soi. Si on C'est ça. pense au suicide, le problème il vient de nous-mêmes. nous. Alors que, en fait, en réalité, enfin, je suis personne pour affirmer les choses aussi clairement et avec autant d'assurance, mais en tout cas, l'impression que ça m'a donné, c'est que effectivement, on va avoir tendance à vouloir régler les choses de manière à une échelle toute petite comparée en fait à la taille du problème, parce qu'en fait, si les personnes, par exemple, elles sont dans des conditions socio-économiques compliquées, c'est pas à cause d'elles-mêmes, c'est la structure qui est comme ça et qui induit ce genre de choses. C'est des choses qui dépassent l'individu en lui-même. Voilà, c'est peut-être lié aussi à une logique de mérite et d'individualisation, etc. Et voilà, je pense que ça mériterait d'être questionné, d'être peut-être approfondi. Enfin, ça a sûrement peut-être déjà été fait, mais je suis juste pas au courant. Et voilà. Oui, parce que même les outils qui sont mis à disposition des personnes suicidantes sont très individualisantes, dans le sens où il va y avoir des applications, mais c'est aux personnes de renseigner les informations, en fait, la personne doit se prendre en main elle-même, pas toute seule, elle peut être accompagnée, mais encore cet accompagnement doit être demandé et tout le monde n'y a pas accès. C'est ça. Et puis c'est aussi le fait que, en fait, selon l'endroit dans lequel on vient, selon, j'ai envie de dire des termes, mais c'est peut-être un peu spécifique, selon son habitus, ça va pas être logique d'aller demander de l'aide, ça va pas être logique, par exemple, les classes populaires, c'est des classes qui se contentent, auxquelles on dit de se contenter de ce qu'elles ont, qui vont pas forcément se sentir légitimes de rétorquer, de se faire entendre, etc. Donc quand on a l'habitude de subir etc., il y a une forme aussi peut-être de banalisation. On va pas forcément se sentir légitime à, puisque c'est de toute façon des classes qui sont dominées et qui se sentent souvent pas légitimes. Ça, je pense que ça va aussi beaucoup être lié à ça. Quoi d'autre? Je me rappelle plus. Non, il n'y a pas de souci. C'est les outils qui sont mis en place, ils sont très individualisants. C'est ça. Par exemple, les accompagnements qu'il va y avoir, ça va être effectivement du coup des applications. Mais en fait, ça aussi, je pense que c'est lié toujours à la structure et par exemple au manque de personnel, au fait que on n'investit pas dans ces secteurs-là. Mais même par exemple que ce soit le secteur de la santé en général. Et donc en fait, ils essayent de faire avec les moyens qu'ils ont, mais ils n'ont pas assez de moyens. Il faudrait aller au contact des gens, il faudrait aller les personnes isolées, par exemple les personnes qui vivent dans des milieux ruraux et qui sont isolées, etc. Et il faudrait aller au contact de ces personnes, leur dire vous n'êtes pas seuls, moi je suis là. Mais ça va beaucoup passer par des plateformes, mais sauf que c'est pas le contact humain. Ça produit des logiques qui sont différentes, même si c'est peut-être une manière de dire oui, vous n'êtes pas tout seul. Je trouve que ça sensibilise très différemment la population. Oui, parce qu'il y a des logiques bureaucratiques en fait. Oui, c'est ça. C'est très lié. Et comment ces logiques bureaucratiques, elles prennent corps dans ce champ psychiatrique? Ça va être du manque de personnel, ça va être des conditions qui peuvent aussi être précaires. Hein. Moi, la dernière enquêtée que j'ai eue, je sais qu'elle travaille énormément et je l'ai ressenti.
elles donnent tout, parce que ben voilà, c'est des métiers qu'on dit des métiers de vocation à la base, euh, parce qu'on gère la vie des gens d'une certaine façon, hein. Mais en fait, les conditions derrière, elles sont pas humaines non plus. Et d'ailleurs, dans les populations à risque, il y a les professionnels de santé mentale. Voilà, ça fait partie des populations les plus à risque. Voilà. Et comment elles gèrent ce risque-là, les Oui. professionnels en fait? Ben alors, moi, d'après mes enquêtés, il va y avoir peut-être euh, les réseaux, c'est-à-dire les réseaux dans le sens... mon deuxième enquêté, il m'a expliqué que souvent, si ça allait pas, il pouvait aller dans un autre hôpital, mais dans lequel il connaissait personne parce que ben il y a la question de l'intimité, etc. Il y a peut-être des hôpitaux en collaboration, ce genre de choses. Euh, voilà, après c'est beaucoup apprendre, enfin d'après les dire, hein, apprendre à gérer ses limites, apprendre à dire stop, ça reste relativement individualisant, même pour eux peut-être au final. Et ces logiques bureaucratiques, est-ce qu'elles continuent à... Est-ce qu'elles prennent corps dans l'hôpital psychiatrique, dans l'institution totale aussi? Alors, étant donné que j'ai pas fait d'observation et que du coup j'ai eu juste les témoignages dans mes enquêtés, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire que ça dépend des secteurs. Dans le public, je pense que oui. Mais ça dépend aussi peut-être même du lieu géographique. Il y a sûrement des villes où il y a plus de moyens. Par exemple, même c'est ce que l'une de mes enquêtées m'expliquait aussi, professionnelle. Elle me disait que là où elle était, elle avait de la chance parce que ça allait, il y avait relativement de moyens, mais que par exemple, elle avait des collègues ailleurs, plus dans le nord, pour qui c'était très compliqué, pour qui il n'y avait pas de moyens, pour qui on supprime tout le temps des postes alors que voilà, on supprime des lits, on supprime tout en fait. Et donc je pense que oui, mais je pense que ça dépend du contexte géographique, du secteur, si c'est privé ou public, toutes ces logiques-là aussi. Et j'aimerais revenir un peu sur le contrôle que, que l'institution de l'hôpital va avoir, ou même l'institution psychiatrique, enfin vraiment le monde psychiatrique va avoir sur euh, les, euh, les enquêtés, notamment avec la médication. Oui, Euh, elle, en fait, elle appuie son pouvoir, enfin son pouvoir, oui, vraiment elle a un pouvoir, on va dire, parce que elle imprègne la société, comme vous le dites bien, les logiques psychologisantes, elles imprègnent la société, et par la médication, elle vient donner du sens oui. à sa vision, en fait. Oui, ça fait partie, je pense, des logiques de domination. Le médecin, il prescrit des médicaments parce que ça va pas. Comme quand on a mal à la tête, qu'on nous dit de prendre un Doliprane, ben, tu te sens mal, ben voilà, prends. Je connais pas de nom de médicaments, mais, euh, mais voilà. Mais ce qui était assez flagrant, c'est que par exemple, mais pour mes deux enquêtés, hein, euh, directement, il y a même avant le. Il y a eu par exemple, donc il y a cette tentative de suicide, et après, direct durant l'hospitalisation, hop, médicaments, traitement. Mais même sans avoir vu par exemple le médecin, sans avoir vu le docteur, comme si c'était quelque chose d'assez routinier, qu'on donnait peut-être à tout le monde, etc. Et sauf qu'en plus, c'est des choses qui sont assez puissantes. Enfin, je m'y connais pas assez, mais Oui, ça ça peut avoir des impacte impacts. directement, physiquement, même les molécules, la structure du cerveau, enfin tout, quoi. Mm. La gestion des émotions, tout. Et oui, c'est vrai que ça fait partie, et c'est peut-être un instrument qui sert à justifier peut-être ces logiques de domination, ou pas les justifier, mais à les appuyer. Voilà. Oui, parce qu'avant même qu'il y ait des diagnostics, tout de suite, il y a Oui, la mise en place de c'est médicaments. ça. Et après, ça va se faire petit à petit.
avec régulation du traitement ou pas, mais le médicament il apparaissait comme une solution systématique en fait. Mais sans même forcément chercher à creuser la source du problème. Voilà. Enfin, en tout cas, du coup, cette approche, elle était systématique. Donc le médicament comme outil de Oui, l'institution totale. oui. Et cette institution totale, comment est-ce que par les entretiens, vous avez pu notamment dans votre mémoire retracer un peu la chronologie, enfin la chronologie, je veux dire l'emploi du temps type dans un hôpital psychiatrique, comment qui en fait est souvent lié, enfin sa vie en collectif. Oui. Alors ça, c'est parce que du coup, il y a l'un de mes enquêtés qui a été hospitalisé à plusieurs reprises. Donc il a eu plusieurs expériences, que ce soit en hôpital privé, en hôpital public, des choses qui sont différentes. Ensuite, dans ma grille, moi j'avais un point sur du coup l'expérience de l'hôpital. Euh, et c'était qu'est-ce que c'est qu'une journée pour toi. Mais ça avait été aussi beaucoup inspiré de Goffman, qui je sais pas s'il se base sur une journée type, mais il détaille pas mal quand même son propos sur comment ça se passe dans l'institution. Et moi je trouvais que c'était relativement pertinent de demander, ben c'est une institution totale, donc t'es enfermé, donc qu'est-ce que tu fais en fait? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est toujours très cadré? Parce que ça reste total, donc c'est prenant. Et donc voilà, j'ai demandé de décrire un petit peu qu'est-ce que c'est toi, comment tu le vivais, qu'est-ce que c'était ta journée type, si tu peux me la décrire un petit peu. Donc j'ai eu plusieurs réponses, voilà. Et donc j'ai pas eu d'observation, malheureusement. Euh, mais voilà, en fait, ce qui ressortait, c'est que ça avait l'air, d'après les expériences personnelles, il faudrait probablement approfondir ça à une plus grande échelle, hein, mais d'après les expériences euh, de mes enquêtés, ben, c'était très cadré, euh, via aussi peut-être les professionnels qui travaillent là-bas. Il y a le petit-déj, première fois qu'on prend les médicaments, c'est assez tôt le matin, peut-être quand les personnes elles embauchent. Ensuite, on attend midi, médicaments. Ensuite, le coucher le soir quand peut-être les personnes elles débauchent. Voilà. Après, j'ai aussi des choses plus informelles. J'ai aussi beaucoup de personnes de mon entourage qui travaillent dans le domaine médical aussi en général. Et aussi, ben, il y avait les témoignages des personnes durant les observations. Et en fait, c'est ce qui revient à chaque fois, quoi. C'est vraiment assez cadré. Moi-même, j'ai aussi fait l'expérience d'un autre type d'institution totale. Et en fait, j'ai l'impression que ça se retranspose plus ou moins à chaque fois. Oui, parce que Tess, elle montre bien Ouais. que cette promiscuité entre les patients qui sont différents Ouais. peut engendrer de la détresse Oui, aussi. c'est ça. Ben, le fait d'être peut-être déjà il y a des logiques de domination, donc c'est-à-dire que on est dépossédé. On est dépossédé de nous-mêmes, on est dépossédé de nos effets personnels, on est dépossédé de tout ce qui fait qu'on est quelqu'un dans la société et à l'extérieur de cette institution totale. C'est déjà violent ça. Mais en plus d'être dépossédé, on est dépossédé de son intimité. On est contraint d'être avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, des personnes qu'on n'a pas forcément, avec qui on n'a pas forcément envie d'être toujours. C'est aussi normal de vouloir sa solitude. Euh, et oui, ça peut créer une certaine souffrance et ça peut créer de la détresse, effectivement. Et mon autre enquêté, Esteban, il le dit aussi, que quand il discutait avec des gens, enfin, il s'est déjà dit, ben là, j'étais pas au bon endroit, là, j'étais chez, je sais pas si c'est le bon terme, mais ben, que là, voilà, il était pas au bon endroit, que et c'est flagrant aussi.
et puis de voir la souffrance des autres, et puis voilà. Je trouve que ça a quelque chose de très prenant, en fait, dans le sens où ça aspire peut-être l'individu, d'une certaine façon. Même le fait d'être en groupe, parce qu'en fait c'est plein d'individus, mais qui sont plus ou moins tous dans... qui vivent plus ou moins tous la même chose. Et est-ce que les enquêtés suicidants avaient mis en place des adaptations secondaires, des choses qui pouvaient les aider? Euh... Alors pour le cas de Tess, c'est plus très clair dans ma tête, je m'en rappelle plus, et je pense qu'elle est peut-être pas à rester assez Longtemps. longtemps, enfin si, mais on s'entend, mais pour que ça ressorte. Mais dans le cas des Esteban, je pense que oui. Bah, il a réaménagé sa chambre, il a essayé de repersonnaliser, en fait, de redonner un peu de lui-même peut-être dans son environnement. Après, je sais que c'est quelqu'un qui tenait beaucoup à sortir et à respecter ses sorties, etc., voir ses proches, des choses toujours en contact avec l'extérieur. Alors c'est pas dans l'institution totale, mais ça peut être des formes d'adaptation aussi pour gérer l'environnement. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi des logiques de classe dans cette possibilité de mettre en place des aménagements? Ben peut-être que oui, peut-être euh, une question de ressources. Pour le cas de Tess, elle a pas beaucoup de famille, donc ça aurait été compliqué. Enfin, elle a pas beaucoup de proches, donc ça aurait été peut-être compliqué même de se dire que ben, elle allait respecter chaque sortie. Et puis, je pense qu'elle est peut-être pas restée assez longtemps. Elle est restée plusieurs jours, mais pas un mois, pas 2 semaines, pas. Voilà. Et après, en plus, il me semble que elle était en secteur isolé. Enfin, c'était pas ça le terme, mais voilà. Donc, je sais pas si elle avait énormément de pouvoir en fait. Et est-ce que vous continuez actuellement votre recherche sur la sociologie du suicide? Alors, pas pour l'instant. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, oui. Parce que c'est. Je pense que j'ai rien fait du tout comparé à ce qu'il y a à faire sur le sujet. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas plus tard, j'aimerais bien faire de la recherche et du coup je me ferme pas la porte. Mais là, les prochains travaux que je vais faire, ils vont être sur l'aide sociale à l'enfance, qui est finalement peut être une autre forme d'institution totale, ou d'institution qui est très prenante. Mais je me ferme pas la porte, mais ça reste un terrain qui est très délicat. Je pense que j'ai aussi beaucoup à apprendre, même pour tout ce qui est sur la méthodologie, etc. Et voilà, je voulais faire quelque chose de peut-être un peu plus ouvert. Mais voilà, c'est sur le côté de la table, mais c'est pas oublié, quoi. Voilà. Qu'est-ce que cette enquête vous a apporté? Ben déjà, ça me tenait à cœur de le faire. Ensuite, j'ai été très satisfaite parce que ça s'avérait compliqué au départ et que j'ai quand même réussi à faire un petit truc. Alors, c'est peut-être pas parfait, c'est sûr. Euh, on verra bien les retours. Mais je suis contente d'avoir persévéré. Voilà. Et d'avoir su m'adapter également à ce qui se présentait à moi. Voilà. Avec les ressources que j'avais. Voilà. Après, d'un point de vue sociologique, je pense pas avoir refait la sociologie du suicide. J'ai quand même été beaucoup aidée par mon encadrant, par d'autres auteurs. Voilà. Il y a eu Goffman, effectivement. Aussi beaucoup de lectures, beaucoup de podcasts, de vidéos. Voilà. Et pour finir, est-ce qu'il y a un livre ou un article qui vous a marqué dans votre trajectoire intellectuelle?
Alors du coup, il y en a eu plusieurs. C'est pas forcément lié au suicide, mais peut-être ma vision et mon approche de la sociologie. Bah déjà, il y a eu la distinction de Bourdieu. Voilà. Avec l'espace social, ça peut... Enfin, forcément que ma vision de l'expérience totale euh, en tant que classe, etc., elle est inspirée de ça. Euh, Marx, bon, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Goffman, depuis la L1, parce que cette œuvre, voilà, elle m'a beaucoup... C'est une approche interactionniste, mais en fait qui n'oublie pas la structure. Et donc je trouve que ça fait toute sa richesse. Et après, sinon, il y a Norbert Elias, La civilisation des mœurs. Euh, c'est différent, mais ça m'a aussi beaucoup marqué. Ça, pareil, je l'ai vu en licence 1 à Bordeaux, et puis je l'ai revu en licence 2 ici. Et voilà, je trouve que c'est des œuvres qui euh, permettent de souligner à quel point l'individu, c'est un animal social, et à quel point l'environnement, il a un poids sur les gens, et voilà. Merci beaucoup Maëlys Poirier d'avoir accepté de venir présenter cette recherche. On se retrouve lundi prochain à 10h pour un prochain podcast. Merci et d'avoir écouté et à bientôt.